Mathieu, bonjour à tous et toutes, vraiment bienvenue dans ce webinaire de Considérer ensemble une approche inclusive. On est ravis de vous accueillir avec Stéphane, Eliette et Sandrine à qui je vais demander d'ouvrir leur caméra pour que vous puissiez les voir en direct. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. En tout cas, merci à toutes et toutes d'être présents aujourd'hui. On est ravis de cette collaboration interétablissement entre l'Université de Nantes, l'Université de Laval, Québec et l'HELB Ilia Prigogine de Belgique. Voilà. En tout cas, à Nantes, on est particulièrement ravis de vous accueillir, d'autant que ce programme et ce projet s'inscrit dans une ouverture de plus en plus large, effectivement, d'un programme de connaissances très, très ouvert porté par la présidence de l'Université de Nantes. Et on sait combien aussi l'HELB et l'Université Laval-Québec sont en prise avec ces questions autour de l'inclusion et de l'ouverture et de l'accès à tous et au plus grand nombre. Voilà. Je vais démarrer. Donc, comme vous l'a précisé Mathieu tout à l'heure, j'en profite aussi pour remercier tout ce support technique de l'Université Laval-Québec et Mathieu plus spécifiquement. Aujourd'hui, on va fonctionner avec les questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est que effectivement, vous puissiez poser vos questions. Si ce sont des questions qui concernent la clarification de certains propos, je me permettrai de les faire remonter à la personne qui présente au moment où ce sera opportun. Si ce sont des remarques de votre part ou des questions un peu plus larges, je vous propose qu'on les traite à la fin de ce webinaire. Et si nous manquons de temps, bien sûr, nous les prendrons et nous y répondrons par écrit et nous mettrons tout cela à votre disposition à la suite du webinaire. Pour le sous-titrage, ce qu'on vous propose, c'est effectivement, vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez en cliquant sur l'icône CC. Voilà, et vous pouvez, avec votre petite main aussi, déplacer le curseur pour pouvoir avoir un écran qui soit confortable pour vous. Cette session va être enregistrée, donc vous pourrez de nouveau relire certains passages si vous le souhaitez. Donc, pour l'assistante technique, je vous remettrai le mail de Mathieu le cas échéant. Et je vous annonce dès maintenant qu'un espace de ressources sera mis à votre disposition. Vous recevrez un mail avec un lien sur lequel vous pourrez retrouver tout le support de présentation, le replay, plus la transcription écrite de tous nos propos, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Maud d'une société qui s'appelle System Reads, qui se trouve en Normandie en France et qui est donc notre vélotypiste aujourd'hui et qui va taper les sous-titres pour nous tous en direct de façon à rendre cette session la plus accessible possible. Les questions qui nous réunissent aujourd'hui, c'est bien comment favoriser l'accessibilité au contenu et aux activités. Effectivement, on a comme commun dans nos environnements académiques d'enseignement supérieur des questions que l'on traite au quotidien dans les interactions que l'on a avec des publics qui sont de plus en plus diversifiés. Donc, cette question, c'est effectivement comment est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour favoriser cette accessibilité. Le parti pris que nous avons aujourd'hui, c'est nous inscrire dans une démarche environnementale. Nous partagerons donc avec vous ce que nous entendons par inclusion et approche environnementale et nous verrons en quoi la conception universelle des apprentissages peut être facilitatrice au regard d'obstacles que vous et nous pouvons rencontrer. En aucune façon, en tout cas notre intention, c'est vraiment de partager avec vous des orientations pour que vous puissiez, dans le contexte qui est le vôtre, questionner et agir, mais bien sûr à la mesure de ce qui vous semblera possible. Voilà. En aucune façon, nous nous inscrivons dans quelque chose qui serait de l'ordre de « il faut faire ci » ou « il faut faire ça ». Ça nous semble très, très important. L'inclusion, on s'appuie en fait sur la définition que donne l'UNESCO, qui est une démarche effectivement qui consiste à chercher comment transformer les systèmes éducatifs et d'autres cadres d'apprentissage pour les adapter à la diversité des apprenants. Et au regard de cette approche environnementale, je vais passer la parole tout de suite à Stéphane pour qu'il puisse effectivement vous présenter un modèle qui est… non, je vais le laisser vous présenter son modèle. Voilà, je te donne la parole, Stéphane. Merci bien, bonsoir de Bruxelles à toutes et à tous.
Bon, le webinaire est limité dans le temps. Autrement dit, la présentation plus approfondie d'un modèle, ce n'est pas ce soir que vous l'aurez. Par contre, je vais tenter effectivement de présenter les éléments essentiels pour pouvoir comprendre et s'approprier en tous les cas l'entièreté des concepts qui seront abordés dans ce cours webinaire. Bon, ben, je me nomme Stéphane Camus, ça vous avez déjà pu le voir. Je suis enseignant en haute école à Bruxelles et ergothérapeute de formation initiale. Je suis également depuis quelques années déjà impliqué dans l'enseignement inclusif. C'est un type d'enseignement qui est décrit, qui est cadré par, par des textes légaux en Belgique. Une partie importante de mon activité actuelle consiste à accompagner les étudiants dits à besoins spécifiques afin d'envisager avec eux et avec les équipes enseignantes, bien entendu, des aménagements raisonnables qui se veulent justes et pertinents au regard évidemment de leurs difficultés, mais aussi des compétences visées par leur formation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci, merci. Donc, je commencerai cette courte intervention par une possible provocation, j'espère ne choquer personne, à l'égard de ce fondement de la pédagogie qu'est le concept d'alignement pédagogique. Ce concept, je dois l'avouer, me laisse parfois sur ma faim lorsqu'il s'agit de considérer ces trois grandes composantes au regard non plus de la formation et des compétences visées, mais plutôt au regard des particularités des étudiantes et des étudiants que nous accueillons. Oui, diapo suivante, merci. Malgré la grande attention que personnellement je peux porter à ce concept lors de la conception de mes cours, de mes activités d'apprentissage, il m'arrive effectivement d'être interpellé par certains questionnements d'étudiants pendant ou après mes cours. La majorité des étudiants, pourtant, semblent avoir bien compris mes propos, a bien cerné les exemples donnés, mais je m'étonne tout de même de certaines questions qui surgissent. La question que je me pose alors à moi-même sont: mais pourquoi ces questionnements et que s'est-il passé pour que ces questionnements surgissent? Oui, merci. Et donc, vous le savez, pour un étudiant, nul besoin d'avoir des déficiences pour devoir envisager ses apprentissages autrement, d'une manière différente. Mais à mon niveau, mes activités d'apprentissage, mes contenus utilisés, mes supports proposés, mes modalités d'évaluation, comment est-ce que tout ce contenu que moi j'offre envisage-t-il ces différences entre étudiants? Oui. Alors rien de tel évidemment qu'un bref passage par un support théorique pour appuyer notre réflexion ce soir. Vous connaissez peut-être ce modèle qui est le MDH-PPH, un modèle de développement humain, processus de production du handicap. Ce modèle est une tentative d'explication du fonctionnement humain. Il permet de comprendre les interactions qui nous font vivre, qui nous font agir, qui nous font construire. Vraiment un verbe important. Chacun d'entre nous est impliqué au quotidien dans des habitudes de vie, des occupations qui ont du sens particulier à nos yeux. Alors nous travaillons, nous faisons du sport, nous assistons à des webinaires en soirée, nous allons au cinéma, nous allons prendre un verre. Nos étudiants, eux, eh bien, ils apprennent une profession, ils assistent aux cours, ils préparent des travaux qu'il va falloir remettre, ils révisent. Et on l'oublie souvent, ils ont aussi une vie extrascolaire. Eh bien, la réalisation d'une occupation est le fruit d'interactions constantes entre qui la personne est, ce sont les facteurs personnels, ce qu'elle veut faire et l'environnement dans lequel cette occupation se déroule. Oui, merci. Nos étudiants, avec leurs particularités, et d'ici quelques minutes, vous entendrez quelques témoignages à cet égard. Donc, ces étudiants avec leurs particularités, par exemple, un diagnostic d'autisme avec des mécanismes personnels de compensation des difficultés sensorielles, ou encore un étudiant qui présenterait une déficience visuelle dégénérative, eh bien, ces étudiants suivent comme tous les autres un cursus et apprennent un métier au travers d'une formation plus ou moins longue au sein d'un environnement académique. Comme les témoignages que vous entendrez le mettront en évidence, eh bien, il arrive que pour diverses raisons, l'environnement devienne obstacle à l'apprentissage, ou soit en tous les cas perçu comme tel par l'étudiant.
Il y a par exemple des règles à respecter, une cohorte très, voire trop importante d'étudiants, des habitudes de communication et des manières d'enseigner parfois très implicites. Ce ne sont que quelques exemples. Il y a aussi parfois des difficultés pour les enseignants à prendre en compte un besoin de temps plus important pour les étudiants. Il y a des demandes cumulées de travaux à remettre. Il y a parfois également dans cet environnement des enseignants pas toujours habitués ou pas toujours à l'aise avec certaines situations difficiles. Notons encore que cet environnement, même s'il se veut pardon, bienveillant, eh bien, il peut parfois avoir également des répercussions sur la santé de l'étudiant. On n'y pense pas toujours, mais je vous demanderai de faire attention au second petit témoignage. Cela pourra résonner en vous à ce moment-là. Oui, merci, merci. Alors, les enseignants, ils sont motivés. Ils cherchent, ils imaginent des solutions aux difficultés. Vous, comme moi, j'en suis certain. Après avoir analysé le problème rencontré, des aménagements ou mesures d'adaptation, on peut l'appeler comme ça, peuvent être proposés. Ces mesures sont très intéressantes, mais ne sont possibles qu'après avoir pris le temps d'analyser le problème et en étant considérées, bien entendu, au regard des compétences visées par la formation en question. Aussi, les problèmes rencontrés par les différents étudiants sont rarement identiques. Et cela nous oblige donc à devoir, à chaque fois, réagir au cas par cas en imaginant des mesures autres pour chacun. Merci. Les enseignants, vous le savez, sont très prolifiques lorsqu'il s'agit d'imaginer des aménagements. Je ne connais personnellement pas d'enseignants réfractaires au principe des aménagements. Par contre, j'en connais pas mal qui se posent des questions, par exemple par rapport au balisage des aménagements, ou encore sur ce qui justifie la demande d'aménagement. Ce sont des éléments importants. À cet égard, eh bien, l'héritage paternaliste du modèle médical reste encore très 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 présent de nos jours dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Lorsqu'une personne est différente, et pour que cette différence puisse être reconnue et permettre certains droits, eh bien, une reconnaissance médicale du problème de santé ou du handicap est encore souvent nécessaire, indispensable comme élément justificatif. Cette approche médicale se veut bien entendu réfléchie, raisonnée, bienveillante et pertinente et demande d'agir, pour agir, pardon, de bien connaître le problème. Mais voilà, il apparaît que cette vision, cette pensée pathocentrée n'est pas toujours la plus optimale ou la plus pertinente. Heureusement, dirais-je, la pensée glisse depuis quelques décennies déjà vers une conception plutôt sociale, je dirais même sociétale du handicap. Le handicap doit être considéré comme étant un concept instable, lié évidemment à la personne et à ses particularités, mais aussi à l'environnement dans lequel cette personne évolue. Ainsi, un étudiant eh bien, pourrait avoir besoin de supports écrits non protégés lui permettant l'agrandissement. Un autre étudiant aura besoin de modalités d'enseignement peut-être très explicites. Vous le comprenez, l'étudiant aura pleinement accès à l'activité d'apprentissage si l'environnement de cette activité a été réfléchi au regard de l'accessibilité de cette dernière. Merci. Donc réfléchir des mesures d'adaptation, c'est réfléchir au cas par cas. C'est très intéressant, c'est bienveillant. Malheureusement, c'est très chronophage et cela débouche d'ailleurs souvent sur des réalités non voulues qui sont des réalités de séparation. Alors que ce que l'on vise, eh bien, c'est plutôt l'inclusion. Et j'en veux pour preuve ces étudiants qui, par facilité d'organisation pratique au sein des instituts, lorsqu'on leur accorde un temps supplémentaire pour les examens, eh bien, ces étudiants qui passent leur examen dans un local différent de celui des autres étudiants. Ou encore un étudiant avec déficience visuelle qui va être le seul à passer l'épreuve écrite initialement prévue à l'oral, alors que tous les autres étudiants le feront à l'écrit. L'idée est bien entendu bienveillante, mais dans les faits, elle se traduit par une réelle exclusion physique du groupe. Et c'est le cas, pas uniquement pour les cours, c'est le cas pour toute la vie au sein de l'infrastructure scolaire, comme par exemple lors des exercices d'évacuation d'incendie. Eh bien, faire sortir un étudiant en fauteuil roulant par un autre chemin,
C'est à nouveau l'exclure, et c'est aussi d'ailleurs un risque qu'il se retrouve seul à devoir gérer un imprévu. Donc ce cas par cas, c'est très, très, très intéressant, c'est très bienveillant, bien entendu, mais si au lieu de réfléchir au cas par cas, en réaction à une situation problématique, si au lieu de ça, nous réfléchissions dès le départ à comment rendre nos activités accessibles à un plus grand nombre. Merci. Nous pourrions donc être proactifs dans une démarche bienveillante d'éducation accessible ou, hein, parce que le mot éducation du côté de la Belgique, en tous les cas, a un sens un peu particulier, je dirais d'école avec un grand E, d'école accessible. Nous n'identifierons de toute manière pas nos étudiants et leurs particularités avant de les connaître. Et cela, ça va prendre du temps. Mais nous pourrions par contre, dès la conception de nos différentes activités d'apprentissage, penser quels sont différents moyens possibles pour atteindre les compétences visées. Il n'y a peut-être pas qu'un seul chemin. Comment nous pourrions envisager différents supports pour nos activités transmissives? Que pourrions-nous mettre à disposition des étudiants pour leur permettre de préparer les cours? Ou encore, quelles seraient diverses possibilités pour évaluer les acquis d'apprentissage dans le cadre de nos cours? Merci. Et donc, les approches de mesures d'adaptation, ces aménagements, hein, et l'éducation accessible ne sont pas des concepts opposés. Ce sont des concepts complémentaires, évidemment. Nous ne pourrons jamais tout prévoir, d'ailleurs, et des mesures d'adaptation resteront indispensables. Ces quelques réflexions, hein, qui seront donc approfondies dans la suite de ce webinaire, ne sont que quelques exemples démontrant l'importance de l'environnement qui, parfois, involontairement, devient créateur d'obstacles, mais qui parfois, heureusement, peut être considéré comme réelle opportunité à la création de stratégies facilitatrices. Cet environnement peut être décrit, c'est ce qui est repris en tous les cas dans ce modèle MDH-PPH, à 3 niveaux. Il y a le niveau micro, le niveau méso et le niveau macro. Alors j'ai repris sur la diapositive suivante, voilà quelques exemples que je vous laisse lire. Chaque niveau met en tous les cas en évidence la place et la responsabilité d'acteurs extérieurs à l'étudiant. Le niveau micro, par exemple, se réfère à l'entourage proche de l'étudiant. Et il ne s'agit pas uniquement de considérer seulement les possibilités au niveau de l'enseignant. Dans cet environnement proche, il y a par exemple également les attitudes des autres étudiants. L'enseignant, il fonctionne au sein d'une institution, c'est le niveau méso. Et il s'agit donc aussi de montrer en quoi l'école, donc je vous l'ai dit avec un grand E en tant qu'institution, est responsable de ce projet. Vous entendrez d'ailleurs, ou vous pourrez lire dans le second exemple, dans le second petit témoignage, que certains étudiants, effectivement, se trouvent en situation où parfois les enseignants se disent ne pas être habitués à rencontrer des cas comme eux. Eh bien, ici, l'école, à ce niveau méso, l'école peut être responsable de formation permanente de ses enseignants, par exemple. Et au niveau macro, eh bien, c'est de la société dont il est question. Cette société doit être garante de cette philosophie inclusive. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop vite et j'espère avoir été audible. C'est parfait, Stéphane, merci beaucoup. Du coup, je vous propose qu'on poursuive. On a la chance d'avoir 2 étudiants qui ont partagé des témoignages avec nous. Un premier témoignage audio. Je vais laisser la parole à Eliette qui va prendre le relais. Et pour le second témoignage, je vous en dirai un peu plus juste après. Eliette, je vais te laisser la parole. Voilà, bonjour. Donc, effectivement, pour faire le lien donc de la Belgique, évidemment, de la Haute École libre de Bruxelles via Archéologie, pour faire le lien entre ce que Stéphane a dit et les témoignages que vous allez entendre, et voilà, et lire, essayez d'être un petit peu attentif, effectivement, à la question des facteurs personnels. Qu'est-ce que la personne perçoit de son handicap? Comment elle le vit au quotidien? Soyez attentifs aussi aux éléments liés à l'environnement. Comment est-ce que cette personne vit son environnement et du coup, qu'en découle-t-il de sa réelle participation sociale dans le cadre, effectivement, des apprentissages qu'elle a à réaliser. Je vais partager mon écran. Ouais, je vais te laisser Ouais. partager.
Voilà. Bonjour Kitri. Vraiment un tout grand merci d'avoir accepté ce témoignage à propos de ta traversée de la spécialisation en art-thérapie à la Haute École. Super. Alors, donc du coup, moi j'ai fait 2 ans en spécialisation en art-thérapie. Donc mon parcours à moi il est un peu particulier, je me permets de le préciser parce que je pense que c'est important quand même à savoir dans l'écoute du témoignage. Moi j'ai appris donc mon autisme, j'ai été diagnostiquée autiste finalement à peu près au milieu de mon parcours, enfin début-milieu. Donc mon témoignage va être aussi surtout riche du recul que j'ai aujourd'hui parce que sur le moment je ne me rendais pas forcément compte de tout. Donc voilà, du coup je peux peut-être commencer par mes difficultés à moi, mes besoins on va dire, donc qui sont fort attraits à moi mais aux personnes autistes en général, même s'il y a toujours différents degrés entre guillemets on va dire. Donc moi particulièrement j'ai des difficultés on va dire dans la communication. Donc je fais beaucoup de compensation sociale, donc je masque beaucoup, mais ma nature, on va dire, est que je ne comprends pas l'implicite, je ne comprends pas le second degré, toutes ces choses-là. Donc finalement, ça rend la vie en société plus compliquée parce qu'il y a des normes sociales à comprendre, des règles à respecter, etc. Donc ça, c'est quelque chose dans mon parcours en général qui a été parfois compliqué, même si je compensais et donc que ça ne se voyait pas forcément. Il y avait quand même toujours moi à l'intérieur de moi, c'était toujours compliqué et surtout c'était très fatigant. Ça c'est quelque chose je pense qu'il faut bien comprendre dans l'autisme et les compensations sociales, c'est que ça ne se voit pas mais derrière c'est très très coûteux. Donc ça l'implicite c'est quelque chose de très important moi je trouve et qui ne facilite pas la vie aux personnes autistes et qui faciliterait énormément de choses si on était beaucoup plus explicite dans la communication générale. Ensuite, j'ai des difficultés sensorielles aussi. Donc, en fait, donc le cerveau autiste n'est pas formé de la même manière, on va dire. Le traitement de l'information est fait différemment, ce qui fait que moi, comment je t'explique ça ? En fait, toutes les informations, il n'y a pas de filtre. Donc, finalement, tout le côté sensoriel qu'il y a va être pris de manière beaucoup plus forte par mon cerveau. Ce qui fait que voilà, je peux avoir des difficultés sensorielles au niveau de tous les sens, finalement, du toucher, de la vue, de l'odorat, etc. Qu'est-ce que j'ai aussi ? Il y a aussi beaucoup, ça c'est quelque chose que je trouve très important, particulièrement dans ce contexte-là de scolaire. J'ai un énorme besoin de prévisibilité. En fait, j'ai des grandes angoisses qui sont dues parce que justement j'ai beaucoup de difficultés à faire face à l'inconnu. Et donc, moi, j'ai énormément de besoin de prévoir les choses, que ce soit dit, que ce soit clair, etc. Donc voilà, moi, c'est mes plus grandes difficultés, on va dire, que je trouve pertinentes par rapport à ce témoignage-ci. Et du coup, je peux peut-être expliquer un petit peu, par rapport à mon parcours en Arte, ce qui a été difficile et ce qui a été plutôt facilitateur. Donc j'ai parlé de prévisibilité. Dans la prévisibilité, par exemple, j'ai noté plusieurs choses. Alors moi, d'entrée, qui a été le plus difficile, surtout à partir du premier jour quand je suis arrivée, c'était les bâtiments et la difficulté à me retrouver dans le bâtiment. Sans plan, sans choses comme ça, moi j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans l'espace. Et c'est vrai que ça, c'était assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup d'étages, beaucoup de classes. Et donc, pour se retrouver, moi, je me souviens, j'avais des grandes angoisses. Systématiquement, j'essayais de ne pas me retrouver seule parce que sinon, je pouvais me perdre. Donc ça a été très, très compliqué au niveau de l'école. Ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir des plans ou des choses comme ça que je puisse prévoir. J'ai noté aussi, par exemple, ça, c'est tout bête, mais c'était aussi une très grande angoisse. Le midi d'aller à la cafétéria. Donc en soi d'aller chercher mon petit sandwich c'était pas trop gênant, mais quand il fallait aller au micro-ondes, ça c'était très très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et du coup j'essayais toujours d'éviter
de passer par le micro-ondes de cette cafétéria. Et finalement, j'aurais bien aimé avoir des petits temps où je savais qu'il y avait moins de monde, ou un autre espace où je savais que j'aurais pu avoir accès à quelque chose en sachant qu'il n'y aurait pas plein de monde autour de moi, ou pas tant de bruit, etc. Merci Aliette pour le partage. Du coup, je vais de nouveau partager mon écran. Donc, effectivement, là où le témoignage de Kitri présente un intérêt, c'est que au-delà des facteurs personnels, on voit bien qu'il y a plein de facteurs qui touchent à l'environnement. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va naviguer tranquillement dans la suite du webinaire vers effectivement la conception universelle des apprentissages pour essayer justement de voir comment est-ce qu'au bénéfice de tous, on pourrait chacun à notre niveau agir sur l'environnement pour rendre pour transformer peut-être certaines contraintes en facilitateur. Voilà, je vous propose juste le témoignage d'un second étudiant qui n'a pas souhaité que nous diffusions en fait ce qu'il a partagé avec nous oralement et ça peut se comprendre. Très rapidement, c'est un étudiant qui est en Master 2, qui doit effectuer un stage et un travail de fin d'études. Il est en école de kinésithérapie. Il est en situation de handicap visuel, ce qui lui génère en fait un temps de lecture supérieur, on va dire multiplié par 3 par rapport à quelqu'un qui ne rencontre pas de difficultés de lecture particulières. Il a donc la nécessité de devoir modifier ou de pouvoir modifier la taille des caractères pour faciliter, en tout cas pour que ce soit moins fatigant pour lui. Il ressent une très, très grande fatigue, du stress aussi, beaucoup lié à sa situation. Il a fait des demandes d'accompagnement individuel et il bénéficie d'un tiers-temps. Voilà la situation. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour par la conception universelle des apprentissages avec Sandrine Poirier, du coup, de l'Université Laval-Québec, de façon à ce qu'effectivement, vous puissiez peut-être découvrir ou redécouvrir ce modèle. Du coup, je vais laisser la parole à Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, effectivement, je suis conseillère pédagogique au service de soutien à l'enseignement à l'Université Laval. Donc, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la conception universelle des apprentissages, qui est un modèle théorique qui peut nous aider à développer des cours qui vont être plus inclusifs pour la majorité des étudiants. Alors, vous avez à l'écran justement la définition de la CUA, la conception universelle des apprentissages, qui nous démontre son objectif, en fait, qui est de mettre en place un environnement scolaire plus favorable à l'inclusion de la diversité étudiante sous toutes ses formes. Alors ici, c'est important de voir qu'on s'adresse à une variété de diversité étudiante. On a abordé dans les dernières minutes les situations qui sont de l'ordre du handicap invisible. Il y a les handicaps visibles, mais il y a aussi toute une panoplie d'autres formes d'inclusion quand on pense à des étudiants parents, des étudiants athlètes, des étudiants qui sont à distance, des étudiants étrangers. Alors, toute la diversité étudiante peut être favorisée par l'application de mesures dites universelles. Alors, on dit aussi que c'est une planification centrée sur l'anticipation des barrières possibles à l'apprentissage et à la réussite. Alors, c'est une conception qui nous aide à planifier les cours en tentant de diminuer les barrières qui peuvent réduire l'apprentissage pour les étudiants. On verra quelques exemples dans les prochaines minutes, mais regardons d'abord le cadre conceptuel de la CUA. En fait, la CUA a été établie à partir de 3 grandes questions: le pourquoi, le quoi et le comment de l'apprentissage. Le pourquoi de l'apprentissage nous aide à déterminer comment les apprenants restent motivés, comment ils sont captivés par nos cours et par les activités que l'on leur propose. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les étudiants soient le plus engagés possible pour favoriser leurs apprentissages. Le quoi de l'apprentissage réfère à la façon dont les apprenants recueillent les informations, comment ils vont les classer, comment ils vont les entendre, les lire. Donc, c'est sûr qu'ici, on peut imaginer les défis des étudiants en situation de handicap, mais aussi les étudiants étrangers dont la langue, le français n'est pas la langue maternelle, par exemple. Donc, on est vraiment dans
le contenu qu'on transmet aux étudiants. Pour le comment de l'apprentissage, je dirais que c'est plutôt le point de vue de l'enseignant. Donc, comment nous organisons, comment nous exprimons nos idées. Pardon, je voulais dire le point de vue de l'étudiant et non de l'enseignant, je m'excuse. Donc, plutôt comment l'étudiant va exprimer ses apprentissages et non l'enseignant, bien sûr. Alors, c'est le cadre conceptuel qui a amené à définir les lignes directrices de la conception universelle de l'apprentissage. Je vais vous épargner la lecture de cette grille aujourd'hui, bien sûr, mais vous l'aurez en référence. C'est le cadre conceptuel plus détaillé. Ce qui est important de retenir, ce sont les trois grandes couleurs ou les trois grandes colonnes qui sont l'engagement, la représentation et l'action et l'expression. Donc, l'engagement est lié au pourquoi, la représentation est liée au quoi de l'apprentissage et l'action et l'expression, comme je le disais, au comment de l'apprentissage, donc comment l'étudiant peut nous démontrer ses apprentissages. Alors, avec des exemples, nous allons regarder justement ces trois grands principes. Donc, quand on parle des moyens d'engagement, comment on peut favoriser la motivation et l'engagement de nos étudiants? Je vous piste différents exemples qui ont été mis en place par des enseignants ici de l'Université Laval dans le cadre de différents projets sur l'approche inclusive. Donc, on peut penser, par exemple, à créer une boîte à outils qui va être fournie aux étudiants, une boîte à outils virtuelle, bien sûr, mais qui va permettre aux étudiants d'avoir accès à de l'information, par exemple, méthodologique, à de l'information sur la transition au postsecondaire. Donc, différents éléments peuvent être inclus dans cette boîte à outils. On peut créer une foire aux questions à partir des questions les plus fréquentes que l'on reçoit des étudiantes et des étudiants. Faire une vidéo, par exemple, d'introduction au cours lorsqu'on est dans des cours virtuels ou encore à chacune des séances. On parle aussi beaucoup de motivation, d'engagement et de lien avec les objectifs d'apprentissage. Donc, pour le pourquoi justement de l'apprentissage, s'assurer de toujours lier chacune de nos activités aux objectifs visés ou aux compétences à développer dans nos cours. Dans le cadre de différentes activités, j'y vais avec des points plutôt variés, mais on pourrait envisager, par exemple, organiser une séance de révision collective pour favoriser l'émulation collective et la collaboration entre les étudiants, ce qui va développer la motivation de ces derniers. Et finalement, on pourrait planifier une activité d'évaluation formative de l'enseignement à mi-parcours pour valider si nos actions, nos activités pédagogiques favorisent justement les apprentissages de nos étudiants. Quand on parle de l'autre volet, qui est celui de la représentation, alors ici, on est davantage dans les actions que pose l'enseignant pour présenter les contenus aux étudiants. Alors, on parle souvent de capsules vidéo ou de capsules narrées. Alors, quand on fait des capsules vidéo, on peut toujours sous-titrer nos vidéos ou encore offrir la possibilité de télécharger l'audio ou tout simplement le script de la vidéo. Ainsi, on offre un plus grand choix à nos étudiants et selon les préférences, ils vont pouvoir déterminer ce qu'ils préfèrent entre la lecture, l'écoute ou la vidéo. Alors, cette idée de choix est aussi très importante dans la CEA. Par exemple, lorsqu'on a des notions importantes à aborder avec les apprenants et les apprenantes, l'idée, c'est d'offrir au maximum de choix. Donc, par exemple, si on a une vidéo, on offre une lecture ou une vidéo, mais les deux médias vont nous permettre d'atteindre les mêmes objectifs d'apprentissage. On pourrait éventuellement construire un lexique avec des mots importants du cours, soit construit à l'avance ou encore le construire avec nos étudiants. Et dans l'ensemble de la session, dans l'ensemble du cours, d'avoir toujours en tête de présenter les concepts de plusieurs façons. Par exemple, à travers des exposés, à travers des schémas, des graphiques, des illustrations, mais d'avoir une panoplie de médias pour représenter les informations. Et finalement, le troisième volet, qui est celui de l'action et de l'expression, est davantage du point de vue de l'étudiant. Alors, comment il va nous démontrer ses apprentissages? On pourrait, par exemple,
toujours dans cette idée d'offrir des choix, proposer 2 modalités de remise pour un même travail. Alors, si nous le faisons pour présenter les contenus, les étudiants peuvent également le faire pour leurs travaux, par exemple en fournissant soit un travail écrit ou une capsule audio, lorsque, bien sûr, les objectifs d'apprentissage nous le permettent. On pourrait, par exemple, envisager de remplacer un examen ou une évaluation plus traditionnelle par une carte conceptuelle ou de varier l'ensemble de nos méthodes d'évaluation durant la session en sortant des fameux QCM ou des questionnaires préformatés. Donc, l'idée aussi d'offrir des évaluations formatives pour favoriser l'apprentissage et la préparation aux évaluations sommatives, bien sûr, est important. Et dans un même ordre d'idées, finalement, d'offrir des choix, par exemple, de questions à l'intérieur d'un examen. Alors, retenons ici l'importance d'offrir des choix et une variété de contenus ou de moyens de présenter les contenus pour les étudiants. On va regarder dans les prochaines minutes le concept de barrière à l'apprentissage et ça va vous permettre de voir comment on peut appliquer les principes de la CEA dans différentes situations. Imaginons un examen traditionnel à choix multiples qui est réalisé en classe et on a un étudiant ou une étudiante ayant un trouble déficitaire de l'attention. Donc, pour cet étudiant, il va avoir une difficulté à maintenir un effort de travail sur de nombreuses heures lors de l'examen, une difficulté à se concentrer si l'examen a lieu en présentiel avec des bruits ambiants, des étudiants qui sortent et un stress, bien sûr, vécu par l'évaluation. Et finalement, il pourra avoir un manque de temps pour répondre à toutes les questions. C'est pourquoi il y a parfois des mesures d'accommodement individuelles, mais si on veut travailler en amont, on pourrait envisager de supprimer cet examen ou de le transformer en différentes évaluations. Donc, des propositions liées à la CEA, par exemple, on pourrait séparer notre examen en 2 parties distinctes. Une partie qui reprendrait tout de même quelques questions QCM et une partie qui comprendrait des réponses plus longues ou courtes, mais à faire à la maison pour ainsi diminuer l'effet de la pression liée à l'examen en classe. On pourrait sinon revoir complètement la formule de l'examen et d'offrir peut-être un examen en ligne plutôt qu'en classe qui permettrait d'étaler la durée de l'examen sur une plus grande période. Imaginons une autre situation où on est dans une classe avec des exposés principalement magistraux en présentiel dans un monde où on n'a pas, bien sûr, de pandémie, mais on peut imaginer où un étudiant qui manifeste des signes d'anxiété dans une classe où on a seulement des exposés magistraux sans le support visuel offert à l'avance va avoir énormément de difficultés à sélectionner les informations importantes pour la prise de notes et cela pourrait aussi causer une grande anticipation des examens, ce qui va lui causer des difficultés tout au long du cours, des difficultés de concentration vécues par ce stress. Donc, comment on peut limiter les signes, les éléments d'anxiété chez ce type d'étudiant? D'abord, en fournissant le support visuel ou au moins un document de prise de notes qui va accompagner notre cours. Toujours lier des notions aux objectifs d'apprentissage pour préparer les étudiants aux évaluations et finalement, varier les moyens de présenter l'information pour diminuer le temps d'exposé magistral, par exemple, qui est plus difficile pour la prise de notes. À travers différentes micro-interventions, on peut dynamiser les cours ou encore offrir, par exemple, des moments où on propose aux étudiants de comparer leurs notes de cours et de valider s'ils ont les bonnes informations dans leurs notes. Quelques pistes en vrac là, pour ce type de situation. La dernière situation que je vous présente est celle d'un cours en ligne, donc comme on vit majoritairement à notre période. Donc, dans les classes virtuelles, si un étudiant ou une étudiante est présent, mais que la langue, le français n'est pas la langue maternelle, il va avoir différentes difficultés, principalement liées aux échanges, donc suivre les échanges. Surtout si les caméras sont éteintes, il peut avoir des difficultés parce qu'il ne pourra pas s'aider avec les expressions du visage.
et il va peut-être prendre du retard s'il essaie de chercher des traductions pour différents termes employés. Alors, pour diminuer les difficultés liées à ces barrières, on pourrait encore une fois fournir le support visuel ou un document de prise de notes à l'avance, fournir un lexique des notions importantes du cours. Et ce qui est important de retenir avec la CEA, c'est que ce lexique va favoriser non seulement cet étudiant qui a des difficultés liées à la langue, mais va aussi favoriser un étudiant qui peut avoir de l'anxiété, un étudiant qui peut avoir un trouble déficitaire de l'attention. Donc, une mesure va bénéficier à plusieurs. D'autres idées de mesures ici, on pourrait proposer davantage d'activités en groupe, des moments d'échange pour favoriser l'intégration de cet étudiant et de prendre régulièrement des pauses ou des temps de réflexion qui vont permettre à tous de s'ajuster ou de reprendre le rythme au besoin. Alors, c'est un peu l'idée derrière la CEA, c'est de penser nos activités pour réduire au maximum les barrières à l'apprentissage et ne pas avoir à intervenir de façon individuelle. Alors, la CEA, c'est cette façon de voir la diversité justement comme la nouvelle norme plutôt que l'exception. C'est cette idée d'offrir des possibilités d'apprentissage égales pour tous les individus, tous nos apprenantes et nos apprenants, dans l'optique d'éliminer des barrières pédagogiques. Bien qu'on voit davantage de mesures universelles implantées dans nos cours, il y a toujours quand même quelques accommodements individuels, quelques mesures individuelles qui devront rester, comme le soulignait Stéphane un peu plus tôt, mais on va tenter de les limiter au maximum pour favoriser justement cette intégration. Et je terminerai en vous rappelant que parfois, de simples petits changements peuvent faire une grande différence pour les étudiants. Et quand on pense qu'une intervention peut être faite pour un étudiant ou une étudiante, justement, on découvre que parfois, ça va avoir des impacts sur plusieurs individus et c'est la beauté de la CEA. Merci beaucoup, Sandrine. C'était vraiment très clair. Je vous rappelle aussi que, bien sûr, chacun d'entre vous pourra repartir tranquillement et agir en fonction de ce qui lui sera possible. Et quand on dit petits changements, je trouve que c'est assez intéressant de se dire aussi que c'est petits pas de chacun d'entre nous pour tendre vers. Voilà. Je vous propose de poursuivre rapidement et de revenir en fait sur le témoignage de Kitri qui a pu échanger avec Eliette. Si on recroise avec le modèle que Sandrine vient de nous présenter, ici, on serait effectivement sur l'intérêt et le fait d'offrir diverses possibilités pour optimiser finalement les choix individuels et l'autonomie. Et c'est ce que disait Kitri dans son témoignage. Qu'elle aurait voulu aussi pouvoir décider aussi de certaines choses elle-même en tant qu'étudiante. Et sur les fonctions exécutives, effectivement, dans le soutien à la planification et l'élaboration de stratégies, elle parlait d'anticipation. Pour elle, c'était extrêmement important de pouvoir anticiper. Et je vais repasser la parole à Eliette, puisque du coup, Kitri elle-même aussi explique dans la suite de son témoignage la façon dont elle a pu, elle aussi, dépasser certaines limites qu'elle pouvait rencontrer. Alors, donc peut-être juste vous signaler que effectivement, vous avez peut-être vu un petit logo là sur le côté du diapo qui est JFOC, et donc j'ai oublié de le mentionner et je m'en excuse. Donc effectivement, dans mon travail à la HELP, j'ai des missions étendues, et dans le cadre de ces missions étendues, je participe aux travaux du JFOC que vous pourrez découvrir. Je pense que certains se sont inscrits via ce travail sur le JFOC. Peut-être aussi une toute petite information avant que je termine l'audio de Kitri. Elle a tout à fait émis son accord pour que l'ensemble de son témoignage puisse être diffusé. Donc, il fera partie des ressources dont vous pourrez disposer. Et évidemment, en Belgique, donc peut-être ce qu'elle va vous dire va vous étonner, mais en Belgique, effectivement, on peut tout à fait s'inscrire dans la question du secret partagé, et vous verrez dans son témoignage comment ça a pu vraiment faciliter la vie à un moment donné.
Je repartage mon écran et je me remets au bon endroit, c'est-à-dire voilà, je crois que c'est à peu près ici. Moi, mais ça a été tout mon parcours scolaire. Il y a beaucoup de cours que j'ai eu du mal à comprendre et en fait, systématiquement, j'avais besoin de reprendre le cours. Donc ça, par exemple, les syllabus m'aidaient beaucoup parce que je reprenais vraiment bien et c'était très clair. Et avec ma maman, en fait, elle me traduisait toutes les phrases. Donc c'est aussi pour ça que je pense que j'ai réussi à avoir des bonnes notes et à passer toujours tous mes parcours scolaires assez bien. Que derrière, j'étais aidée. Mais c'est vrai que sur le moment, j'avais beaucoup de mal à comprendre et du coup, mes compensations sociales aussi, je ne voyais pas du tout que je montrais bien. Et en fait, c'est toujours, encore une fois, c'est toujours le coup de derrière, de ce qu'il y a après, qui est invisible en fait, un petit peu, qui est toujours un peu difficile. Et c'est vrai que j'étais assez contente. Et quand même, le grand moment pour moi, en tout cas, c'est le moment où tu as pris rendez-vous avec moi et où tu m'as dit, voilà, ça y est, le diagnostic est tombé et voilà, je dois vous dire, ça me stresse, ça m'angoisse et tout d'un coup, j'ai vraiment réalisé, c'est-à-dire, moi je ne voyais pas ce prix à payer pour toi et tout d'un coup je me suis dit, mais elle est en train de me faire savoir le prix à payer pour arriver à cet endroit-là. Et donc, ça change quand même très fort la donne. Sans la changer, mais ça change en fait, tu vois. Oui, bien sûr. On oui, fait attention. Finalement, on met encore une fois, on enlève les non-dits, on pose tout, et donc finalement, ça permet à tout le monde de prendre un petit peu conscience de ce qui est là, et donc oui, c'est important. C'est vrai que ça, c'est important de le dire et de le savoir. Peut-être encore un petit mot pour les stages, et puis... Oui, les stages. Alors, pour les stages, c'est vrai que moi, ça n'a pas tant été quelque chose de... Enfin, ça m'a beaucoup angoissée, mais c'est vrai que finalement, tout a été fait pour que ce soit pas trop compliqué pour moi, donc finalement ça s'est très bien passé. Maintenant, si, parce que c'était compliqué aussi, par exemple, je ne savais pas trop à mon stage s'il fallait que je le dise ou que je ne le dise pas, ça a été un grand questionnement. Donc j'ai pris la décision, moi, de ne pas le dire, parce que parfois en le disant, on met aussi une étiquette, c'est ça qui est compliqué, et donc moi je me suis dit que je préférais ne pas montrer l'étiquette et de voir ce qui allait se passer, et finalement tout s'est bien passé comme ça. Mais c'est vrai que je trouve quand même important que si la personne ait besoin ou envie de le dire lors de son stage, c'est important qu'il y ait des choses qui puissent être faites pour que le stage, enfin l'environnement de stage finalement puisse être adapté. Pareil en fait finalement en termes de prévisibilité, d'implicite aussi, parce que ça c'est vraiment un gros problème généralement. Les choses ne sont pas dites clairement et donc ça paraît clair pour tout le monde. Mais finalement, en fait, les personnes autistes en général ont besoin de très très clair, plus que de juste clair. Donc ce genre de choses, je trouve ça quand même assez important, que ça puisse être mis en place. Maintenant, je n'ai pas d'exemple spécifique par rapport à... Ah oui, c'est bon, pardon. J'ai cru que ça avait un petit peu bugué. Donc c'est vrai que oui, je n'ai pas d'exemple spécifique à part ce questionnement. Peut-être, c'est vrai que ça aurait été agréable d'être accompagnée peut-être dans ce questionnement de est-ce que je dois le dire ou est-ce que je ne dois pas le dire. Ça aurait pu être chouette. Voilà, je le bâtis, c'est suffisant. Ok. Un tout grand merci, Kétri. Je vais juste couper l'enregistrement maintenant. Voilà. Bonjour. Merci, Eliette. Pour le partage. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je tenais juste à préciser, c'est un échange qu'on a eu entre panélistes. En Belgique, en fait, les étudiants ont la possibilité, ils peuvent choisir de communiquer ou non leur situation. Ce n'est pas le cas, en tout cas, pour la France et il me semble que pour le Canada non plus. En tout cas, nous, ça relève du secret médical. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle partage, c'est qu'effectivement, on rejoint ce que disait Sandrine en termes d'environnement qui va faciliter l'agentivité. Si là, elle a trouvé un espace pour le partager, c'est aussi parce que l'environnement avait été
enfin, lui a semblé favorable à. Et je pense que c'est vraiment cette question de qu'est-ce que nous, on peut faire aussi dans l'environnement pour faciliter les choses. Voilà, pour ce qui est du second témoignage, voilà, vous trouverez une diapositive dans laquelle je reprends aussi les éléments de la CEA qui peuvent venir effectivement faciliter certaines choses pour cet étudiant en kinésithérapie. Je regrette de ne pas avoir le temps, mais j'aurais voulu aussi vous laisser la parole et je vois que le temps tourne. Alors, j'ai envie de vous dire place aux échanges. Je vais peut-être demander à Sandrine, Stéphane et Eliette de bien vouloir rallumer leur caméra pour qu'on puisse répondre à quelques questions qui ont émergé au fur et à mesure dans le chat. En tout cas, une personne demandait comment est-ce qu'on pouvait s'assurer de l'équivalence des contenus et des activités qui sont présentés sous divers formats, vidéos, documents, diagrammes, etc. Peut-être Sandrine? Oui, merci. Effectivement, c'est une question qui revient souvent. La réponse que je donne toujours, c'est celle de se référer à nos objectifs d'apprentissage. Donc, peu importe dans quelle situation pédagogique on se trouve, si notre planification est basée à partir de nos objectifs d'apprentissage en fonction de l'alignement pédagogique, nous aurons justement la possibilité d'avoir cette équivalence. Alors, c'est important de bien expliquer aux étudiants que l'écoute, par exemple, de la vidéo ou la lecture du texte va leur permettre de façon équivalente d'atteindre cet objectif d'apprentissage. C'est sûr que pour l'enseignant, ça va lui demander un travail en amont de valider les deux ressources pour s'assurer qu'elles répondent aux mêmes objectifs, mais c'est vraiment cette question de se baser sur les objectifs et d'expliquer aux étudiants que les deux ressources leur permettent le même atteinte de ces objectifs pour ne pas multiplier les ressources. C'était une discussion que j'ai souvent avec des enseignants, donc on ne veut pas non plus créer de l'anxiété chez nos apprenants et qu'ils se sentent obligés de regarder les deux ressources. Alors, c'est important de bien l'expliquer aux étudiants, mais de se baser sur notre alignement pédagogique et nos objectifs d'apprentissage, ce serait ma réponse. En tout cas, c'est ce qui permet à l'enseignant de pouvoir opérer des choix voilà, pour ses étudiants dans le cadre qui est le sien et au regard de ce qui a été co-décidé peut-être en équipe, parce que parfois, effectivement, ces résultats d'apprentissage visé ou objectifs d'apprentissage visé ont été décidés en amont en équipe. Voilà. On avait une autre remarque en fait qui est plus en lien avec la présentation de Stéphane. Une personne partageait le fait que les accommodations qui sont proposées en fait, ce sont elles aussi qui amènent l'isolement de l'étudiant, le fait de lui proposer un examen dans un local tranquille, sans facteur de distraction. Donc peut-être Stéphane, je peux te laisser rebondir Oui, c'est et très apporter gentil. un C'est éclairage. très gentil et c'est une remarque vraiment très intéressante et très pertinente. Et à nouveau, je pense que l'héritage paternaliste dans lequel on fonctionne est très, très lourd. J'ai déjà plusieurs fois plaidé pour pouvoir lever certaines de ces mesures. Je pense par exemple au temps supplémentaire. Lever certaines des mesures en disant, mais au lieu de prévoir 2 heures pour l'examen et de prévoir 3 heures pour certains étudiants, pourquoi ne pas prévoir automatiquement 3 heures pour tous les étudiants? Cela permettrait effectivement de ne pas pointer du doigt ceux qui devraient aller dans un autre local, bien entendu. Cela étant, bon, il faut bien se rendre compte que ceux qui resteront toujours à la fin seront d'une manière ou d'une autre pointés du doigt par le reste du groupe, bien entendu, mais cela permet en tous les cas de garder cette appartenance, hein, de se retrouver au même endroit. Eh bien, lors de nombreuses discussions, j'ai des collègues, et des collègues, je veux dire, assez haut placés dans les discussions même gouvernementales qui cadrent ce que l'on appelle l'enseignement inclusif, certains de ces collègues qui reste ferme sur l'idée que l'étudiant doit avoir une mesure différente qui, quelque part, marque ou est le symbole d'une réparation de la société à l'égard d'une différence. Alors voilà, il n'y a pas effectivement, je pense, de réponse claire. À nouveau, la réponse qui sera donnée sera fonction de l'environnement dans lequel on navigue et la bonne volonté d'un enseignant peut parfois être contrecarrée
par des niveaux supérieurs qui peuvent être l'école ou la société, bien entendu. Maintenant, c'est une remarque effectivement qui est tout à fait pertinente, mais c'est une remarque également qui ne doit pas cacher le fait que parfois, le seul moyen de passer par un autre média peut-être est d'être dans un autre endroit également. Voilà, si par contre, dès le départ, pour rebondir à ce que disait Sandrine, si dès le départ on se dit, mais voilà, finalement, moi ce que je vise au travers de, de mes acquis d'apprentissage, là, c'est que l'étudiant soit capable de me faire la preuve qu'il a acquis une certaine rigueur dans la méthodologie de lecture scientifique. Eh bien, on peut tout à fait imaginer qu'il puisse le faire selon sa préférence, ou à l'écrit ou à l'oral. Et donc, dans ce cas-là, on a différentes modalités dès le départ qui permettent peut-être à certains étudiants de pouvoir non pas être exclus du groupe, mais de pouvoir choisir parmi des options qui sont proposées à tout le groupe. Et à nouveau, cette appartenance est quelque chose de présent et d'hyper important. Et juste encore dernier élément, pour rebondir également par rapport à ce que disait Sandrine, il ne faut pas oublier non plus les compétences qui sont visées par les formations. Dans les exemples qui ont été cités, j'ai beaucoup de situations d'étudiants qui ne se retrouvent pas dans ces exemples-là, mais bon, malheureusement, on ne pouvait pas parler de tout, bien entendu, ce sera pour la suite, hein. Mais j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des demandes à cause de troubles d'apprentissage et notamment des difficultés à l'égard de l'orthographe, beaucoup d'étudiants qui ont des demandes relatives à une tolérance par rapport aux erreurs de syntaxe et d'orthographe. Eh bien, il faut savoir, par exemple, que pour les métiers de la santé, le fait de pouvoir laisser une note écrite totalement compréhensible est une compétence incontournable. Maintenant, cela ne veut pas dire effectivement que l'on ne peut pas avoir quelques petites latitudes qui, malgré certaines fautes, permettent tout de même de garder évidemment le message tout à fait compréhensible. Mais voilà, ces compétences sont également, les compétences visées sont également des éléments à garder à l'esprit lorsque l'on veut proposer des manières autres d'y arriver, mais cela veut dire aussi que dans certains cas, il n'y a pas beaucoup de manières autres d'y arriver. En tout cas, je rejoins sur ce qu'on disait précédemment aussi, sur le fait d'être le plus explicite possible à tous les niveaux, au niveau de votre cours, au niveau du programme de formation. Kitri évoquait le syllabus. Voilà. Et donc, on revient souvent à cette question de l'alignement que présentait Stéphane, mais je crois simplement parce qu'elle est cruciale. Voilà. Alors, il n'y avait pas d'autres questions, mais peut-être là, si au regard des échanges qu'on vient d'avoir, il reste juste 2 minutes si vous voulez déposer une remarque ou une Il y a une question. question, Sandrine, qui est arrivée Ah, de Monsieur Eric Tanguy. oui, du point de vue curriculaire, n'a-t-on pas la même stigmatisation des étudiants n'ayant pas les bons prérequis? Alors, c'est une question intéressante, effectivement, la question des prérequis qu'on affiche et qui sont peut-être parfois en écart avec la réalité du vécu. Peut-être après, c'est de réfléchir aussi à comment vous allez faciliter aussi ce passage et peut-être que chaque étudiant peut être comment dire, amené à réfléchir aussi à justement cette distance qui peut éventuellement le séparer de ce qu'il doit acquérir, de ce qu'il a acquis, et donc dans des postures réflexives et tout ce qui relève des activités effectivement méta-réflexives, en tout cas que vous pouvez mettre en œuvre dans vos enseignements. Alors, il y a beaucoup plus de réponses qui pourraient être apportées, mais là, le temps tourne et voilà, je voudrais qu'on termine à l'heure pour tout le monde, c'est très important. Merci en tout cas, Eric, pour partager cette question. Eliette, tu voulais… Oui, peut-être pour dire qu'effectivement, ici, on parle d'étudiants qui sont dans l'enseignement supérieur et donc je trouve que l'attention qu'on peut avoir dans un enseignement de proximité, qu'on coordonne une section ou qu'on soit enseignant, finalement, c'est de porter une attention à tous les trucs et astuces que les étudiants ont déjà pu développer dans leur parcours scolaire en termes de prérequis. En tout cas, dans la situation de Kitri, pour revenir à cette situation-là, c'est vraiment cet échange qu'on a pu avoir à un moment donné sur tout ce qu'elle avait déjà trouvé comme bons trucs et astuces, qu'on a pu vraiment se dire, bah tiens, alors l'encadrement qu'on va pouvoir donner pour aller en stage devrait être de cette nature-là, par exemple. Hein. Je voulais juste compléter par ça. Oui, merci Eliette. Après, on est conscient que la difficulté de l'enseignement supérieur, c'est aussi le fait qu'on peut avoir des cohortes d'étudiants qui sont très, très
grande. Donc, c'est là où parfois la CEA peut aussi permettre d'anticiper, en fait, tout simplement certaines situations qu'on méconnaîtrait. Voilà, c'est juste ça. Peut-être on va se quitter là-dessus. En tout cas, on était ravis d'avoir autant de personnes présentes. On voulait juste vous remercier pour votre participation. On partage ici simplement pour finir les 2 liens, mais on vous renverra tout ça par mail, nos noms pour nous contacter si vraiment vous avez des questions plus spécifiques. Merci à vous de vous être rendus disponibles et puis au plaisir de vous retrouver peut-être lors d'un prochain webinaire international avec un grand plaisir. Restez en alerte sur les sites respectifs de vos universités. En tout cas, on sera ravis de vous retrouver et avec plaisir que de poursuivre. Voilà, merci à toutes et tous.